Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche à cette occasion de l'émission Jury du dimanche qui s'honore à recevoir Monsieur Alassane Seck qui est le président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains, mais également membre du COSC, c'est le collectif de la société civile pour les élections. Monsieur Seck est informaticien et un ancien de l'IPRES. Merci beaucoup, Monsieur Seck, donc d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à toi, Hassan. Merci à toute l'équipe de e-radio, ITV, au grand patron. Je pense à Alassane Samba Diop, à Mouri Ibrakan, mon gros, et à tous les autres, Antoine Diouf et tous les autres. Donc je vous encourage, je vous félicite pour votre nouvelle installation dans cette belle maison. Vous êtes là depuis quelque temps, donc je vous encourage à continuer davantage dans ce sillage. Merci beaucoup, M. Seck. Donc vous êtes le président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains. Droits humains, vous ne dites plus droits de l'homme. Est-ce que c'est complètement différent ou il y a une petite oui, il y a une petite nuance. Ouais. Disons qu'on va glisser vers l'inclusion, vers l'ouverture. Humain, c'est beaucoup plus large. Parce que le droit de l'homme, souvent, nos féministes, nos amis féministes ont tendance à réclamer leur droit ou leur part de l'appellation. Donc, droits humains, pour nous, c'est la nouvelle appellation plus moderne parce que c'est inclusif, ça ouvre donc, le mot à toute l'espèce humaine. Les enfants, les femmes surtout, les vieillards, les enfants, les handicapés, les personnes en handicap. Donc, pour nous, humains, ça signifie l'espèce humaine. D'accord. Donc, à vous entendre, vous auriez subi la pression de nos amis féministes, non? Même pas, nous nous sommes adaptés. C'est ce qu'on appelle le réalisme. Les féministes ont pu nous convaincre que c'était beaucoup plus ouvert, c'était beaucoup plus inclusif d'appeler. En fait, ça vient du contexte mondial. Hein. Ça évolue depuis quelque part dans les pays francophones. Hein. On dit d'ailleurs en anglais, on dit human right. Human right. On ne dit jamais de l'homme. Rome, c'est man, c'est l'appellation en anglais, donc c'est trop restrictif. Donc on a du human rights. Donc l'anglais est plus précis, quoi. L'anglais est plus précis et c'est plus ouvert. Et l'anglais domine le monde. C'est les Américains, on dit human rights, comme la grande association qui, à la limite, surplombe le monde, c'est Human Rights Watch. Donc human a été traduit en humain. Et pour nous, c'est plus simple, c'est plus juste. Voilà le mot, c'est plus juste dans l'appellation. D'accord, très bien. Donc, en tant que LSDH, quels sont les grands principes que vous défendez? À nous, d'abord, c'est la dignité humaine. C'est donc le droit de l'espèce humaine, sa dignité, donc ses droits les plus élémentaires, tous les droits. Donc, pour nous, ça a été listé, ça a été émis par notre Constitution d'abord, hein, les déclarations des droits humains depuis 1945, 1948, qui a été repris par donc, la loi française où nous nous inspirons, notre Constitution, tout parle de droits humains, de droits de l'homme. Donc c'est notre bréviaire, c'est notre façon de voir les choses pour que l'espèce humaine soit dans son droit, dans son confort. C'est notre façon de vivre. C'est donc les droits humains que nous prenons, que nous vivons et que nous assumons. C'est ça. On rappelle que vous avez succédé à M. Assane Dioma Ndiaye. Absolument. Avec lui, ce n'est pas le même style. Ah oui, Assane, c'est le même style. Assane, c'est un garçon d'abord compétent. Assane, il est compétent, expert en la matière. C'est un avocat de métier. Ce n'est pas le cas pour moi. Mais nous avons les mêmes convictions d'engagement, de croyance à l'espèce humaine. Et nous avons beaucoup de points en commun. J'ai d'ailleurs, lors de son départ en 2022, j'avais fait un hommage appuyé donc, au niveau national, que les gens avaient bien apprécié, parce qu'Assane était une personne humaniste de nature, et donc je n'ai pas manqué de le rappeler au Sénégal que nous avons eu là, avec Assane Dioma, quelqu'un de bien. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, vous, en tant que président de la LSDH, que le Sénégal est un paradis pour les droits humains?
Oh, paradis, c'est trop dire. Hein. Moi, je ne suis pas allé encore au paradis, mais je sais que le Sénégal, c'est un pays où, de plus en plus, en tout cas, on peut évoluer dans le respect des droits de la personne humaine. De plus en plus, parce que si ce n'est pas le cas, les gens ont le devoir de le rappeler aux gouvernants. Si le citoyen sénégalais n'est pas dans son paradis, entre guillemets, c'est que quelque part, il y a un mal au niveau de la gouvernance. Et nous, défenseurs des droits humains, nous avons le devoir de le rappeler. C'est pourquoi nous avons une prolifération d'associations. Nous avons beaucoup de plateformes qui revendiquent les droits humains. Vous voyez pas du COS, ça c'est pour les élections, c'est la gouvernance. Nous avons d'autres plateformes où nous pouvons donc parler de revendications, de dénoncer les manquements de l'État. Si c'est le cas, on peut le constater, c'est l'avantage que nous avons donc de dire que le Sénégal est un pays qui accepte de jouer le jeu du respect des droits de la personne humaine. Ah, voilà, ce n'est pas un paradis, parce C'est que c'est un mot fort, ce n'est pas un paria non plus. Absolument, c'est ça. Le Sénégal, c'est une démocratie en Afrique comparée à d'autres pays autour de nous. Nous sommes un îlot, à la limite de paix, entre guillemets, comparé à nos voisins qui nous entourent. Je ne donne pas le nom, mais déjà, c'est un pays qui pour l'instant, émerge comparé à donc, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Si on peut regarder autour de nous, on peut dire Alhamdulillah. D'accord. Donc, vous donnez de bonnes notes de façon générale au Sénégal sur le plan des droits humains. Absolument. Globalement, c'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure du COS, que les élections, vous vous intéressez beaucoup aux élections, mais on vous entend rarement parler de santé, d'éducation, d'emploi, de sécurité, même des droits des animaux, même si bien sûr. vous avez une fixation pour les humains. Oui. Pourquoi ces sujets-là ne vous intéressent pas? C'est vrai qu'on ne peut pas, qui est trop mal être, on ne peut pas prendre tout. Pour l'instant, nous sommes dans un pays qui est en développement. Nous sommes indépendants depuis à peine 60 ans. Les droits humains sont donc apparus au Sénégal à partir des années 90, avec l'existence à l'époque de l'ONDH, des Amnesty. Ensuite, la RADDHO qui est arrivée vers les années 91-90. La Ligue qui a été créée en 2010 seulement. 2010, ça fait moins de 15 ans. Donc tout ça pour dire que c'est le début. Pour l'instant, pour nous, la préoccupation principale, c'est les droits civils et politiques. D'accord. Là, il y a eu alternance en 2000 seulement. Donc 2000, ça fait à peine 25 ans, 24 ans. Il y a eu alternance 2 fois, 3 fois. Donc c'est un pays, pour nous, qui est en construction, un pays jeune. Donc forcément, les premiers chantiers, c'est les droits humains. Donc nous y sommes, et nous évoluons. Il y a en même temps d'autres associations qui ont opté, parce que c'est des choix, qui ont opté pour la santé. Il y en a, je vous donnerai des noms. Pour les animaux, vous l'avez dit, moi-même je suis intéressé par les animaux, j'aime bien les chevaux. Donc quand je vois les chevaux qui sont maltraités dans la rue, je suis scandalisé. Ainsi de suite. Donc, de plus en plus, donc, il y aura d'autres associations qui vont donc parler d'autres activités et c'est ça le monde. C'est ça. Il y en a aussi qui s'occupent de l'écologie, c'est important. L'écologie. D'accord, de l'écologie. De l'écologie, voilà, c'est ça. L'environnement. Voilà. Vous avez parlé du COS pour les élections. Vous vous concentrez sur sur peu de choses, mais on observe que vous êtes quelque peu obnubilé par les élections. Pourquoi les élections vous intéressent tant? Non, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obnubilé. Donc les élections, c'est une fois, par 5 ans, les élections législatives, normalement, c'est chaque 5 ans. Un mandat dure 5 ans, aussi bien pour les députés que pour le président. Je pense que pour nous, les élections, c'est d'abord la stabilité du pays. Il faut que le pays soit stable. Donc ça signifie que nous sommes donc dans le chantier de stabilité de la gouvernance, qu'il n'y ait de la justice, qu'il y ait donc de l'équilibre, qu'il n'y ait pas d'injustice comme ça, qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Mais nous sommes dans l'encadrement de cette situation-là et ce n'est pas le plus simple. Pour nous, c'est des chantiers primaires qui permettent de stabiliser le pays. Et pour nous, nous y sommes justement pour cette gouvernance-là. C'est ça, voilà, nous reviendrons sur les élections parce que nous sortons d'élections. Absolument. Mais il y a des points d'actualité. On a vu hier ce qui s'est passé à Ziguinchor, à l'université Assane Seck, où des étudiants, semble-t-il, ont réduit en cendres des véhicules, dont celui du recteur. Je crois que vous avez suivi cette actualité. Est-ce que
vous vous en indignez parce que ce n'est pas la première fois. Il y a 1 année ou 2 ans, on a vu l'autodafé qu'il y a eu à l'université de Dakar où des bibliothèques et des amphis ont été brûlés et saccagés. Ce qui s'est passé à Ziguinchor vous interpelle? Absolument non, c'est déplorable, on peut le constater pour le regretter. C'est totalement inacceptable. C'est vrai que les étudiants ont le droit de revendiquer leurs droits, ça c'est vrai, on peut le comprendre, mais aller jusqu'à brûler des voitures ou faire des actions que nous déplorons, déplorables, c'est totalement inacceptable. C'est vrai qu'on a vécu ça à Dakar, à Saint-Louis, il y a eu mort d'homme, à Dakar depuis Balagaï ou même avant Balagaï, depuis les années 68. Donc c'est pas du nouveau. C'est vrai que parfois ça exagère parce qu'une foule est folle par définition, les gens ne sont pas contrôlés, il y a toujours des gens frustrés qui attendent l'occasion pour se défouler. Malheureusement, c'est vrai que l'État n'a pas respecté ses engagements, mais ça ne peut pas justifier qu'on puisse passer à la vitesse supérieure de brûler des voitures, encore moins celle du recteur, comme vous l'avez dit. C'est un constat, je pense que les gens devront faire une enquête. Il y a des enquêteurs qui ont donc la capacité de faire des constats. S'il y a des manquements graves qui ont été donc constatés, il faudra peut-être sévir. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser pour perdre profit ce qui s'est passé aussi bien à Dakar qu'à Ziguinchor. Je pense que l'État a le devoir donc d'enquêter sur la situation des débordements, qui a fait quoi, et puis que ceux qui sont coupables d'actions totalement inacceptables soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait. D'accord. Ce déchaînement de violence-là, c'est vrai que l'État n'aurait pas respecté certains engagements là-bas, notamment à Ziguinchor, pour les étudiants et les chantiers qui n'avanceraient pas. Mais aussi, du point de vue des repas, les étudiants disent qu'ils mangent la même chose depuis 3 semaines, 1 mois, etc. etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous pointez un manque d'autorité dans le pays ou c'est la jeunesse un peu qui est devenue incontrôlable? C'est vrai que c'est les deux. Ouais. D'abord, nous sommes dans une période de transition sur le plan des gouvernants. On a pris le pouvoir a été changé à partir du mois d'avril 2024. Nous sommes plus au mois d'avril, nous sommes plus en l'année 2024, nous sommes au mois de novembre. Il y a donc cette transition donc ouvre des faiblesses au niveau de la gestion. Ensuite, la jeunesse est devenue beaucoup plus virulente, beaucoup plus, incisive, un peu plus, à la limite, forte sur le plan de la revendication. On peut donc constater ça c'est aussi valable chez nos familles, dans nos familles à nous, nos enfants, les jeunes, avec cette culture presque mondiale, universelle, qui fait que les plus jeunes donc, connaissent leurs droits et le disent à haut et forte voix. Tout ça a concouru, donc c'est un concours de circonstances favorable qui a permis à donc, cette jeunesse de s'alarmer, d'exiger avec beaucoup de violence leurs droits, malheureusement. Ça, on peut le constater. Voilà, avant d'avancer, est-ce que vous pensez que le nouveau régime est sur la bonne voie pour rétablir l'autorité dans le pays? Parce qu'apparemment, il me semble assez perméable à la pression, et ça, c'est pas bon pour ça. Comment vous le jugez depuis 8 à 9 mois maintenant? C'est vrai que c'est pas facile. Hein? 8 mois, 9 mois, c'est pas facile de juger. On peut voir que c'est vrai qu'ils cherchent leur marque, c'est pas évident. La transition doit être accompagnée de moyens financiers pour faire face donc, aux nombreuses requêtes, aux nombreuses demandes qui sont, ils sont agitées. C'est pas facile. Je pense qu'on peut leur laisser un sursis pour réajuster leur position. S'il faut négocier, il faut négocier. S'il faut sévir, il faut sévir. Mais il faut surtout qu'on respecte son propos, ce qu'on appelle dire des engagements réalistes et réalisables. Je pense que c'est le mot qu'on doit toujours faire tourner en boucle, qu'on ne soit pas engagé dans des promesses qui ne sont pas tenues. Ça affaiblit l'autorité. Donc ça, c'est quelque part, nous, en tant qu'observateurs, nous rappelons que nous n'avons pas le droit
donc de raconter des histoires. Donc il faudrait toujours respecter sa parole. Pour nous, c'est sacré, surtout quand tu es gouvernant, quand tu donnes l'image d'une personne qui a de l'éthique, de la morale. Il ne faut pas faire jouer donc, son propos. Il faudra être responsable et assumer ses choix. C'est pas le plus facile. D'accord, très bien. Un autre point d'actualité, on a vu des convocations et même des gardes à vue de personnes, en fait, des identités remarquables. Pour ne pas les nommer, c'est Moustapha Diakhaté et Gueye, le confrère journaliste Adama Gueye, voilà, le nom me revient. Qu'est-ce que vous dites? Il y a de la responsabilité. En fait, on n'est pas dans une jungle où chacun peut dire ce qu'il veut, où vous dites attention, on peut aller vers des dérives en matière de liberté d'expression, etc. Où est-ce que vous vous situez? Mais c'est vrai qu'il faudrait que chacun assume ses responsabilités. C'est très simple, c'est pas compliqué. Hein. Je pense que vous avez parlé de deux cas différents. Liberté d'expression ici, et puis manque de responsabilité. Quand quelqu'un dit quelqu'un a été tué, c'est même si vous dites que votre chien qui est dans votre porte, si votre chien a été tué, et quelqu'un le dit, on doit le convoquer. Bon, si votre chien est tué de façon délibérée, qu'on le constate, si quelqu'un le dit dans la rue, on doit l'arrêter. On doit le convoquer pour qu'il dise qui a tué le chien. J'ai dit le chien. À plus forte raison, un ministre de la République. Donc quand quelqu'un le dit, avec autant de liberté, de façon péremptoire, vous le dites, ça, pour nous, c'est très grave. Pour nous, quand c'est dit comme ça, c'est totalement regrettable qu'on le dise, qu'on ne puisse pas étayer son affirmation. D'accord. Et pour l'autre cas, on n'a pas le droit d'apostropher des électeurs. On n'a pas le droit, on n'a pas la courtoisie, à la limite, non pas apostropher, à la limite, nous, on a des invectives ou insultes. C'est des électeurs qui sont... Comment vous pouvez imaginer que vous respectez votre conviction d'aller à gauche, que moi, je n'ai pas le droit d'aller à droite. Quand j'entends ça avec la forme, c'est totalement scandaleux qu'une personne qui a donc l'expérience politique, qui a l'âge politique, qui a l'âge même à la limite d'un Sénégalais lambda, puisse à la limite donner, entre guillemets, lancer des insultes sur quelqu'un. Pour nous, c'est irresponsable. Maintenant, la loi, pour l'instant, la loi n'a pas changé. Depuis le nouveau gouvernement, depuis avril, on a parlé de réforme de la justice. C'est au mois de février, mois de mai 2024, donc le lendemain. Donc, je prends le premier acte du président actuel, le président entrant, Bassirou Diomaye Faye, c'était de parler des réformes de la justice. Pour l'instant, ces réformes attendent d'être appliquées par rapport à la nouvelle Assemblée, qui leur est favorable pour l'instant. Donc, on peut croiser les doigts et imaginer qu'ils vont aller vers ces réformes qui permettraient éventuellement qu'un juge puisse peut-être apprécier en dernier ressort. Pour l'instant, nous en sommes là. Donc, il faudra que les gens acceptent de subir pour l'instant les contre-coups de cette loi ancienne en attendant de voir ce qui va se passer ultérieurement. D'accord, donc il faut du discernement, mais... Il faut être responsable. Mais vous, en tant que défenseur des droits humains, vous n'aimez pas en règle générale, qu'on convoque les personnes, ni qu'on même les garde c'est pas souhaitable. À vue, qu'on les garde à vue. Vous vous indignez pas, donc c'est pas... Bon, c'est vrai que je veux être réaliste. Okay. Je veux pas, il faut me cacher derrière mon petit doigt. Si les lois n'ont pas changé, pour l'instant, les lois n'ont pas changé, on ne peut que constater, pour regretter que des propos soient émis par des personnes qui se sentent... Parce que nous, défenseurs des droits humains, on n'a jamais été convoqués. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Je réfléchis avant de raconter n'importe quoi. Je dois être responsable. Ça, vraiment, je souligne le mot en gras. Il faut être responsable. Chaque mot que vous dites en public, vous devrez être assumé. Donc, il faudra que les gens apprennent à être responsables, contrôler leurs propos, ne pas faire du désordre, ne pas faire de n'importe quoi, ne pas insulter à tout vent, respecter nos concitoyens. Et c'est ça la grande difficulté. Il faut que les gens apprennent à se respecter. D'accord. Et vous ne craignez pas ce qu'on appelait jadis la politique du sparadrap, c'est-à-dire qu'on ferme un peu la bouche aux gens
qu'ils ne disent plus rien, quoi. Oui, mais nous, on dit tout ce qu'on dit. Moi, je suis là depuis plus de 20 ans, je dis ce que je pense, mais avec la forme, avec la manière. Ça, c'est important. Moi, je dis ce que je pense. Je pense que je suis un peu plus âgé que au moins la moitié des gens qui parlent, qui ont été interpellés. Ils parlent de ce qui ont été arrêtés récemment. Mais je sais de quoi je parle. Je suis dans la défense des droits humains. Je ne suis pas avec le passif, je ne suis pas avec le gouvernement. Je suis un homme indépendant et libre, mais je sais de quoi je parle avec beaucoup de responsabilité. Et c'est ça la difficulté. Maintenant, si quelqu'un s'aventure après jouer au Zorro ou bien au grand guerrier, mais il faudra qu'il assume. En attendant que les lois soient réformées. Pour l'instant, c'est ce que nous souhaitons, c'est que le président avait promis. Il a dit depuis le mois de mai 2024, à la réforme de la justice, des propos ont été émis, des propositions sont faites. Babacar Gueye, qui est d'ailleurs par hasard, par concours de circonstances, le président du COS, où je suis membre, et en même temps a été le coordonnateur des assises de la justice. C'était au mois de mai 2024. Donc aujourd'hui, je suis assez bien placé pour dire qu'en attendant que les réformes soient mises en œuvre, il faudra que les gens acceptent l'existant. L'existant, c'est ce qui s'est passé depuis 1960. On n'a pas changé le code de procédure pénale, on n'a pas changé le code pénal. Pour l'instant, nous vivons avec ça, mais en attendant, il faudrait que les gens soient beaucoup plus responsables. D'accord. Très bien. C'est ce qu'on le conseille. Voilà, à ce stade, je rappelle que nous recevons Alassane Seck, le président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains, qui est également informaticien. Absolument. Informaticien, justement, est-ce que, bon, on est à l'ère des réseaux sociaux, c'est du domaine de l'informatique toujours. Bien sûr. Est-ce que les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on y voit, entend, sont compatibles ou bien sont même du ressort des droits humains? C'est un droit de l'homme, les réseaux sociaux. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent et on ne peut pas revenir en arrière. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais. Les gens doivent faire ce que la loi autorise. Il faut que ça soit clairement dit. Il faut que les gens apprennent à s'adapter au contexte. Il faut que les gens apprennent à ce contexte. Fait que même s'il y a une liberté qui est proposée, offerte aux citoyens, je parle surtout de responsabilité. C'est ça le maître mot. Ce n'est pas parce que j'ai le droit de parler que je dis ce que je veux. Ça n'est accepté nulle part. Même dans votre daïra du quartier, votre association des anciens d'eux, il y a des règles. Il y a un règlement intérieur, il y a des statuts. Sinon, c'est le sauve qui peut, c'est la débandade. C'est comme vous l'avez dit, c'est la forêt, c'est la jungle. Et ça, c'est pas bien, c'est pas humain. D'accord, très bien. Vous avez soulevé tout à l'heure les assises sur la justice, occasion au cours de laquelle la dépénalisation de l'usage du chanvre indien ici au Sénégal a été évoquée. Et vous semblez voguer dans ce sens. C'est-à-dire, ça ne vous gêne pas. Non, au contraire. Oui, allez-y. Ça ne vous gêne pas, ça? Quoi, ça? La dépénalisation. Ah non, pour moi, pour fumer le chanvre indien, aller en prison, pour moi, on peut faire mieux. Je pense qu'on doit changer de culture. Changer de culture, c'est ne pas aller, que ça soit on appelle de l'emprisonnement automatique. Si vous brûlez un feu de rouge, si vous faites une infraction, qu'on vous mette en prison. Moi, j'ai été observateur délégué des prisons. Pendant quelques années, j'ai fait une trentaine de prisons au Sénégal, sur 37. Pour moi, les prisons sont arrivées à saturation. Quand j'imagine ce qui se passe à Rebeuss, moi j'ai été au Camp Pénal, au Cap Manuel, j'ai été à Ziguinchor et peut-être même ailleurs, j'ai été à Kolda ou à Sédhiou. Mais quand je vois les prisons, je suis atterré. Parce que la dignité n'existe pas dans ces prisons-là. Alors que moi, je prône la dignité humaine. Donc moi, quand on me parle d'alléger les peines, remplacer la prison par une amende, une amende qui est réfléchie. Parce que ça existe au Sénégal. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle l'appellation contrainte par corps. Si vous demandez de l'argent, vous devez de l'argent à quelqu'un. Au lieu de vous mettre en prison, on vous met, le juge donne l'appellation
ça existe dans le code pénal, procédure pénale, on vous met dans une prison sous l'appellation contrainte par corps. Maintenant, si vous payez ou vos parents payent, vous êtes libéré. Ça existe. Donc, pour moi, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si quelqu'un qui fume un chambre indien, si on peut lui soutirer de l'argent, je donne un exemple, 500 000 francs, par exemple, 300 000 francs, et qu'on le mette en prison pour que sa famille ou lui-même trouve les moyens de payer, pour moi, je ne vois pas où est le problème. Parce que dès lors que moi, la prison a été allégée, il y a moins de détenus et plus d'argent dans les caisses, en attendant le tout. Parce que ça c'est pas moi qui le dis, hein. C'est au niveau du monde entier. Au niveau en Afrique, on a préconisé le paiement d'espèces d'argent, l'aspect financier, prône sur le pénal. Et ça existe. Nos tribunaux en Afrique, je pense à la CEDEAO et même le tribunal africain, qui est l'ancien TPI, l'ancien TBR, le tribunal a été remplacé par une cour africaine. Ouais. Et là, on parle d'espèces sonnantes et trébuchantes, à savoir de l'argent à payer à la place de l'emprisonnement. De plus en plus, c'est prôné et c'est une modernisation donc, dans cette chose, la rendre beaucoup plus humaine et moins contraignante sur le plan donc, de garder quelqu'un dans une prison. C'est ça. Donc, vous avez vu l'état des prisons, oui, mais vous semblez ne pas avoir vu les rapports des médecins qui nous préviennent des ravages du chanvre indien sur la jeunesse, que cela rend totalement et complètement fou. Ça, vous n'avez pas vu ça? Si, j'ai vu. Mais je suis même à la limite, c'est un choix. C'est une option, c'est vrai. Vous voyez, au niveau de votre famille, il y a des gens qui supportent éventuellement les girafes, d'autres la Jeanne d'Arc. C'est une option. Moi, mais ce n'est pas la même chose. Non, je veux dire que la différence, c'est des choix. Moi, je suis droits humains, je suis défenseur des droits humains, je suis délégué des prisons où j'ai assisté. Donc, mon choix est vite fait. De façon spontanée, je n'ai pas réfléchi, parce que moi, je ne gagne rien. Que les gars soient en prison ou ailleurs. Mais c'est mon option que j'assume. Moi, je suis défenseur des droits humains. Je préfère que quelqu'un soit libre. Vous allez plus au fond. Moi, ma première réaction, c'est ma réponse spontanée d'empêcher que quelqu'un soit mis en prison. Dès l'instant qu'il paie l'argent, s'il le paye 2 fois, 3 fois, il n'aura plus de quoi payer, il sera mis en prison. Mais en attendant, je lui prends de l'argent. Je préfère ça, c'est une option où je n'ai même pas réfléchi. C'est spontané. Vous voyez, donc chacun assume. Moi, il faut assumer. Moi, j'assume ce que vous dites, je le sais. Moi, je connais la CPA, qui est à l'hôpital Fann. Je connais le docteur Ba Ousso, je le connais. J'ai travaillé avec mes amis de Yamra, avec, comment on appelle Mamatar. Non, pas Mamatar. Il s'appelle Mambamar. Mambamar, c'est l'autre qui est sur l'avenue Bourguiba. Mamatar, c'est son rôle de tous les jours. Mamatar, tous les deux, c'est mes parents. Mais moi, je suis défenseur des droits humains. Je ne m'occupe pas de ça, je m'occupe de ça. D'accord. Défenseur des droits humains. Bon, vous savez, vous avez une faiblesse, vous les ONG. Non seulement on vous taxe de laxiste et autre chose. Dans quel domaine? Bon, quand vous dites qu'il faut laisser les gens utiliser le chanvre indien comme bon leur semble. Je n'ai pas dit faut pas. Ça, c'est du laxisme. Je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit ça. Et ça augmente, bon, je ne dirais pas bordel, mais la pagaille dans le pays. Oui, mais ça, c'est vite. Non, c'est qu'on appelle ça, c'est les raccourcis. D'accord. C'est des raccourcis, on n'a pas dit ça. Non, on a parlé de sanctions. Sanctions, c'est vrai, à la maison, votre enfant, vous le mettez à genoux. D'autres lui auraient fait un 4x4. D'autres préfèrent ne pas le tuer, le frapper. C'est des options. Nous, pour la sanction, nous, on préfère ça que ça. C'est des choix. Dans votre famille, votre frère préfère frapper son enfant en cravache. Vous dites non, ce n'est pas la peine de le frapper. Je vais le mettre à genoux. Je le mets, donc, tu lèves les jambes, tu lèves les jambes. Il y a plusieurs types de sanctions. Nous, on a opté pour ça. D'accord. Et pourquoi vous parlez toujours des droits, jamais des devoirs? Oui, il y a les devoirs. Les devoirs, c'est tacite. Les devoirs, c'est tacite. Pour nous, c'est tellement... Le devoir, c'est naturel. Si vous ne le faites pas, vous prêtez le franc. Vous ouvrez la voie à la sanction.
vous parlez de devoir. Pour nous, le devoir, c'est obligatoire. Mais pour nous, les droits doivent être arrachés. C'est une conquête. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais en quoi nous, notre métier, notre option, c'est d'aller vers les droits. Parce qu'en Wolof même, ce n'est pas facilement à traduire. Ak ak yelleef. Ak ak yelleef. D'accord. Oui, ak, c'est un droit. Yelleef, c'est le devoir. C'est yelleef. Mais il y en a qui ne font pas le devoir. La plupart, mais le droit, c'est consacré. D'accord. Très bien. On continue. Mais vous avez également une autre faiblesse. Là, c'est de la provocation. La faiblesse, c'est le manque de légitimité. Parce que les ONG, comme les vôtres, vous n'êtes pas des élus. Il y a de l'autoproclamation quelque part. Est-ce que ça, ce n'est pas une faiblesse Non, voilà. considérable? Non, du tout. Hassan, vous voyez, les élus dont vous parlez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les élus, peut-être, il y a peut-être le président et encore. Président, vous voyez, nous avons un président qui est élu, qui est peut-être légitime, qui est légal, mais et ceux qui ont triché pour être au président au Sénégal ou ailleurs, qui ont triché pour aller donc pour gagner les élections, qui n'ont pas été forcément légitimes, mais qui ont été élus. Les députés qui ont été inscrits dans la liste des députés nationaux, la liste proportionnelle, mais on a élu une liste par rapport à une personne. Mais est-ce que c'est des gens élus? Est-ce que ces gens sont légitimes? Parce qu'ils ont la chance d'être dans une liste. Donc tout ça, c'est débat. C'est discutable. Nous, on parle en tant que citoyen. Moi, citoyen, j'ai tous les droits. J'ai le droit de réclamer mes droits. Et moi, c'est ce que je proclame. Dès l'instant où je suis citoyen sénégalais, je me soumets à la Constitution du Sénégal et aux lois, d'abord. Mais je réclame de façon légale. Vous n'avez presque pas vu au Sénégal un défenseur des droits humains arrêté. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il sait où s'arrêter pour même réclamer ses droits, même s'il n'est pas d'accord avec l'État. Donc, vous voyez très rarement comparé aux hommes politiques qui font feu de tout bois. Ouais. Donc, c'est toujours des débats philosophiques, mais on n'a jamais été, nous, peut-être que vous l'avez dit, légitimes, mais nous sommes citoyens. Dès l'instant où je suis citoyen, j'ai le devoir de réclamer mes droits. D'accord. Le métier que vous faites comme président d'ONG, c'est bénévole ou... C'est bénévole, c'est pas bénévole, c'est vraiment bénévole. C'est gratuit. C'est gratuit en plus, parce qu'on n'a pas... La gratuité, ça existe toujours. Hein? Ça existe toujours, gratuité. Ah oui, la plupart, les 80% ne sont pas... Il n'y a qu'une ONG ou deux qui ont des revenus au niveau des dirigeants, mais les 80% n'ont pas de revenus, sont gratuits. Moi, je suis un ancien informaticien, comme on dit, à la retraite, mais j'ai pu me préserver de certaines tentations d'être pris dans la dépendance de l'aspect financier. Mais c'est gratuit. C'est comme un président de daïra dans votre quartier. Est-ce qu'il est payé? Le Ndeydi qui est là-dedans, qui s'occupe souvent en général, qui paye la tontine, celle qui la récupère, est-ce qu'elle est payée? Elle n'est pas payée en général. On va être honnête. Donc il y a des gens qui font des travaux, le daïra, Mourid ou le daïra Tidiane, le président, c'est un bénévole, c'est gratuit. D'accord, donc vous êtes de bons samaritains. Si vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà. Nous, on est dans le volontariat, dans la disponibilité, et parce que dans l'amour et la foi, c'est ce que nous faisons. L'amour et la foi. Voilà. Et ça, il n'y a pas de prix. Voilà, je rappelle à nouveau que nous recevons Alassane Seck, défenseur des droits de l'homme. On a lu quelque part également que les différentes sociétés civiles se sont plaintes de ne pas avoir été associées à la confection, en tout cas à l'élaboration de la vision 2050 des nouvelles autorités. Et pourtant, lors de la présentation, on a vu un membre de la société civile qui a même pris la parole, notamment l'ex-Africa. Comment se fait-il Ah oui, société civile, il y en a N plus. N. Il ne parle pas en votre nom alors? Non, il parle en son nom à lui, à son association. Parce que aucune société civile n'a mandaté quelqu'un pour parler en son nom. Il n'y en a pas. Je vous donne l'exemple. Le COS, il y a 15 associations. Au niveau de la FIDH en France, le siège est à Paris, il y a 200 associations à peu près, à travers le monde. 200.
Nous, au niveau du COS, j'avais dit 15 associations. Partout ailleurs, il y a des plateformes où il y a 10 associations. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément une uniformité donc, des propos et des positions des uns et des autres. Il y en a pas. Non, en fait, ma question, c'était sur la vision 2050. Oui, 2050, nous, Quelle forme de contribution vous... Non, on n'a pas été consultés. On l'a dit, les gens ont répondu de façon spontanée et à la limite à l'unanimité. Ceux qui ont été en quoi questionnés, ceux qui ont été consultés par la presse, on dit qu'à nous, on n'a rien vu. Moi, c'est vrai, moi, je n'ai rien vu en tant que président. Mais c'est normal que vous ne soyez pas consulté. C'est normal. C'est ce que j'ai dit. C'est normal parce que vous êtes la société civile. Oui. Vous n'êtes pas la société savante. Très bien. La société savante, ce sont les économistes, les experts le débat n'est pas à ce niveau. Qui élaborent la vision 2050. La D'accord. société civile va s'occuper d'autre chose, mais la société savante, c'est son rôle de faire du job comme ça, vision 2050. C'est très complexe pour vous, non? C'est pas notre faute si les gens nous consultent ou bien parlent de nous pour faire valoir. Si les gens utilisent la société civile comme faire valoir, ça, c'est pas notre faute. La société civile, il y en a N, je vous l'avais dit. Il y a les droits humains. Il y a la société civile, comme vous l'avez dit, pour l'écologie. Hein? Le contrôle financier, comme le Forum civil ou je ne sais pas qui encore. L'ONG 3D qui parle de santé en même temps. Les élections. Il y a N société civile, GRADEC. Il y a beaucoup de sociétés civiles. Donc, si on utilise notre appellation ou notre nom pour justifier ou bien pour couvrir les décisions, ben nous, on attend d'être consultés de façon individuelle, chacun dans son coin, parce que nous n'avons pas les mêmes sièges, nous n'avons pas les mêmes associations, nous n'avons pas les mêmes récépissés. Je voulais dire, il y a un millier d'associations, un millier sinon plus. D'accord. Donc, un millier d'associations différentes, on appelle ça société civile. Même vous, la presse, vous êtes société civile. Si vous le voulez, les syndicats des travailleurs, c'est la société civile, ceux qui ne sont pas partisans. Bon, nous faisons un travail libéral quand même. Oui, mais comme vous les êtes avocats organisé. et autres, ouais. Mais vous êtes organisé, il y a le SYNPICS qui existe, il y a la société, il y a le CNF qui existe. Il y a de plus en plus, les gens se regroupent en comment dire, associations de même intérêt, groupement d'intérêt économique. D'accord. Il y en a dans le monde. Voilà, c'est une parenthèse de toute façon. Bien sûr, c'est bien. C'est la dernière ligne droite, on va parler des élections. Oui. Les élections législatives qui se sont finalement bien passées, très bien passées d'ailleurs. Est-ce que même on ne peut pas se dire que vous, société civile, est-ce que vous ne vous êtes pas ennuyé à la fin? Non, on n'était pas ennuyé. À la limite, on n'a pas été secoué. On a réagi, on a travaillé paisiblement, comme nous l'avons souhaité, comme le Sénégal devrait le faire, comme les pays du monde. Hein. Vous avez vu avant-hier aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de tensions lors de la dernière élection de Joe Biden. Hein. Vous l'avez vu en France, vous avez vu récemment, il y a eu à la limite un total éclatement de la classe politique en France, qui est notre référence. Hein. Malgré qu'il y a 3 ou 4 grands groupes en France, vous avez vu, ça s'est passé calmement. Donc le Sénégal commence à arriver à ce stade de la maturité des populations, qui fait que de plus en plus, les gens essaient d'être dans la transparence, dans la crédibilité, dans la maturité et la non-violence. Donc nous, on dit Alhamdulillah, on applaudit, on dit que ça continue. C'est ça, et vous avez sorti un communiqué en tant que COSC pour demander un peu le bulletin unique. Ça, c'est un serpent de mer. Non, c'est vrai que ça, c'est une chose qui revient tout le temps et qui ne se fait jamais, quoi. Oui, ça dépend des gouvernants, ça, on le sait, c'est pas évident parce que chaque gouvernant... Pourquoi les gens n'en veulent pas? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension parce que c'est pas encore bien maîtrisé par les populations. Le gouvernant qui doit décider en dernier ressort, après quelques craintes, quelques appréhensions de ce qui peut se passer, parce que le bulletin unique, c'est un apprentissage. Parce que le risque est là de ne pas bien comprendre ce qui a été installé. Donc moi, je le comprends. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas évident que tout de suite vous essayez un autre mécanisme qui peut pas tourner par rapport à votre intérêt. Donc les gens pensent à leur intérêt direct et propre. Et donc malheureusement, c'est le constat. C'est ça. À part le bulletin unique, vous avez parlé des handicapés ou bien des personnes en situation de handicap qui doivent être mieux accompagnées pour participer au vote. Mais bon, c'est un problème de la société. Ça, malheureusement. Les handicapés ne sont pas généralement assez bien accompagnés. Il n'y a pas assez de rampes, il n'y a pas assez
de chaises ou de fauteuils roulants, malheureusement. etc. Qu'est-ce que vous avez dit à propos des Oui, je pense handicapés qu'on a tous souhaité que soit pris comme des citoyens avec les moyens que l'État devrait fournir pour les accompagner. Ce n'est pas le cas. Vous voyez les immeubles, vous voyez à la limite le tribunal, ou même à la radio. Moi, j'ai été dans les radios du Sénégal qui sont au 4e, 5e étage. Donc, ce n'est pas pour les handicapés, où il n'y a pas d'ascenseur. Donc, il y en a beaucoup. Vous verrez, peut-être vous, ITV, e-radio, vous devez mettre en étage supérieur des bureaux pour l'enregistrement. Il y aura des gens qui sont handicapés qui ne pourront pas monter facilement. Donc, tout ça fait que, comme vous l'avez bien dit, ça dépend du degré de responsabilité, de responsabilité, c'est vraiment le mot, du décideur qui doit prendre en compte. Ça doit être dans les lois, que les lois soient appliquées, qu'on puisse, chaque fois qu'on doit mettre en place un édifice, construire un bâtiment, qu'on pense aux handicapés. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, nous pensons qu'avec l'évolution des choses, les réformes qui sont proposées par l'État du Sénégal en 2024, nous pensons qu'avec la nouvelle Assemblée, il y aura des lois qui accompagneront les différentes personnes qui sont handicapées. D'accord, très bien. Vous avez également parlé des personnes en détention qui doivent pouvoir ça voter. Aussi, vous pensez que les prisonniers, leur souci premier, c'est ça, voter? Mais absolument. Pas de souci, mais c'est un droit. On parle de droit. C'est des citoyens, exemple, je donne un exemple, les gens qui sont en détention préventive, qui ne sont pas encore jugés, donc ils sont présumés innocents. Ils ont un casier judiciaire vierge en attendant d'être jugés. Mais tant que, même si le jugement établit une sanction qui ne met pas en péril leur citoyenneté, mais ils ont le droit de voter. Et voter, ce n'est pas très compliqué, c'est une option politique. Si l'État veut, on peut faire voter les gens. Avant, on ne faisait pas voter. On va mettre des urnes dans les prisons. Mais oui, par exemple. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de listes, 41 listes, parce qu'il n'y avait pas de parrainage. Mais si les listes sont raisonnables, une quinzaine de listes, c'est faisable. C'est juste ça, c'est dans l'évolution du monde, l'évolution du Sénégal, de respecter les droits de tout un chacun. D'accord. Voilà. Et il y a les résultats proprement dits. Le parti PASTEF est hégémonique. Vous êtes surpris de ces résultats? Non, pas forcément. Nous avons vu ça par le passé. À l'époque, moi, je suis devant les élections depuis 1978. Moi, j'ai vu le Parti socialiste évoluer avec le PDS à l'époque 78. Donc, en 1998, avec l'avènement à l'époque de Guiboka, et puis par la suite le PDS. Mais c'était à la limite comme ça. Nous avons vécu ce qui s'est passé en 2012 avec Macky Sall, 2000 avec Abdoulaye Wade. Donc, c'était à la limite le même. C'est le mécanisme qui fait que, malheureusement, le Raw Gadou, la majorité, il suffit d'une voix de plus pour tout rafler. Vous voyez ce qui s'est passé avec le PASTEF? Ils ont eu 101 députés. 101. Alors qu'ils ont après gagné quelques 40 départements. Il suffit d'une voix de plus dans un département pour tout rafler. C'est ça le principe qu'on doit peut-être revoir. C'est l'occasion peut-être de revoir avec cette majorité-là. Tant que ça les intéresse, ça les arrange. Pourvu que ça les arrange, qu'on puisse avoir ça de façon équitable, sans parti pris, sans a priori faire des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées. Vous avez vu le nombre de députés sur le plan majorité, sur le plan proportionnel. 53. Alors que là-bas, c'est 112. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est des options pour que l'État puisse avoir une majorité. Que le gouvernement qui gagnera aura une majorité confortable. Donc ça a été prévisible. On l'a vécu avec le PS. La majorité également, ça empêche les blocages. Voilà, par exemple. Non, heureusement, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu les bagarres qui se sont passées en 2022, avec les 82, 83 députés des deux côtés. Donc c'est ça, on a vécu ça dans certains pays comme l'Italie ou Israël, où les majorités sont assez étriquées, qui font que facilement, tout de suite, il y a un blocage. Et ce qu'il faut empêcher dans un pays comme l'Afrique. On a vécu ça au Niger à l'époque, malheureusement. 130 députés sur 165, c'est écrasant, c'est vrai. Écrasant. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Parce que les gens parlent d'assemblée de rupture. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de l'effet contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelait encore jadis les chambres d'applaudissement ou d'enregistrement? On va éprouver à l'épreuve. Quand ça sera fait, on pourra le constater. En attendant, nous pensons qu'ils seront assez responsables par rapport à leurs promesses.
de faire en sorte d'un équilibre qui est prouvé d'ailleurs que ce qui est important, ceux qui ont échappé, les 32 personnes qui sont de l'opposition, ces 32 personnes sont de qualité qui fait qu'on peut espérer, imaginer qu'ils prendront le propos, la parole, pour dire des choses équilibrées, sensées, dans une opposition intelligente, nous le pensons, parce que même si vous avez 130 députés, ça c'est la quantité, mais nous pourrons nous percevoir au niveau de la qualité du débat, de ce qui peut se ressortir de cette Assemblée de façon globale. Et l'opposition, elle n'a pas beaucoup de députés, c'est vrai, mais elle n'a pas été ridicule. Absolument, non, ça a été vrai, vous l'avez vu, ils ont 1 million et quelques 600. Là, c'est 1 million 900. Donc, à la limite, c'est équilibré, 40-50. Mais 1 million de l'opposition dans la division. Malheureusement, ça, c'est la faute à qui? Ça, c'est la faute à qui? Si nous, malheureusement, moi, j'ai pu voir cette notion d'intercoalition que nous avons entendue au dernier jour de la campagne. Pour nous, c'était des malheureuses manœuvres, parce que ça a été mal fait, ça a été mal dit, ça a été mal perçu. Tout ça, ça fait qu'il y a eu un problème d'écho, un problème de leadership, qui a fait que n'importe qui était là. Par rapport à ce qui s'est passé en 2022, il y a forcément eu mal donné, il y a eu beaucoup de manœuvres malheureuses qui ont été faites, malheureusement. D'accord. Et qui pourrait être, selon vous, le chef de l'opposition? Parce qu'on a vu l'ancien président qui a conduit une liste, on a vu l'ancien candidat malheureux Amadouba, pour ne pas le nommer. Qui va être le chef de l'opposition? Ah non, ça c'est la bonne question. On va demander peut-être au Conseil. C'est pas de votre ressort. Non, moi c'est juste une appréciation. Est-ce que comment doit être le chef de l'opposition? Bon, moi ce que j'ai vécu, moi j'ai vécu en Mauritanie en 2008 déjà, qu'il y avait Ahmed Ouldada, qui est le frère de Mahtar Ouldada, qui était le chef de l'opposition, qui était une opposition qui était mise dans la Constitution. Eux, ils avaient l'avantage, ils avaient donc quelques privilèges en tant qu'opposition. À l'époque, Ahmed Ouldada, qui était le chef de l'opposition, je vous l'ai dit, en 2008, nous a reçus dans le salon d'honneur de l'aéroport. Il avait des avantages, il avait un congrès officiel, il avait droit aux salles de spectacles publics les plus huppées, parce que justement, il avait un statut de chef de l'opposition. Au Sénégal, ça ne dépendra pas de moi ou de mes désirs, ça dépendra éventuellement soit d'une concertation, comme le Sénégal aime bien les concertations, les dialogues, où la Constitution, si la Constitution détermine par rapport au Conseil constitutionnel le choix du chef de l'opposition, c'est à nous d'apprécier et d'accepter. Donc, pour nous, on laissera le soin aux autres institutions, soit dans le cadre d'un dialogue, soit le Conseil constitutionnel, d'indiquer qui est qui. D'accord. Parce que ce n'est pas le plus facile. On va personnaliser encore la coalition de Barthélémy Diaz. Est-ce que ce n'est pas la plus grande perdante de ces Absolument, élections? ah oui, malheureusement. Tahaou Sénégal avait à l'époque plus de 10 députés. Maintenant, ils en ont un. Le PUR, il y avait plus de 14 députés, 13 députés, ils en ont un. Malheureusement, ça a été un échec pour eux. Ça, malheureusement, on peut le regretter pour eux. Et comment vous expliquez ce fiasco? Non, je pense que c'est une précipitation. Ça a été mal monté, ça a été mal coaché, ça a été, au niveau des choix, ça a été malheureux. C'était de mauvais choix qui n'ont pas été pertinents. Et ce qui devait arriver est arrivé, parce que ça n'a pas été fait dans la réflexion, dans la sérénité. Et voilà, ça s'est fait sous un coup de passion, coup d'émotion. Et ce qui devait arriver est arrivé malheureusement. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'une Assemblée nationale peut être une Assemblée tranquille, où il n'y a pas de problème? Parce qu'il faut rappeler également qu'ils sont 165 là-bas dans un espace confiné. Oui. Il y aura quelques échanges aigres-doux. Il ne faut pas souhaiter que l'Assemblée soit un cimetière où rien ne se passe. Oui, on peut imaginer que ce qui s'est passé en 2022 ne se reproduira plus. Des gendarmes dans l'enceinte, des bagarres, des karatékas, des insultes. Ça, on peut imaginer que ça ne devrait pas se reproduire. Encore faut-il que les gens acceptent que le président de l'Assemblée nationale tienne un peu la rigueur de la gestion du débat. Qu'il y ait des règlements intérieurs bien élaborés, adaptés, et que les gens soient rappelés à l'ordre. Il ne faudrait pas parce que ce qui s'est passé en 2022, c'était inimaginable. C'est la première fois que moi je voyais, avec mon âge,
des gendarmes entrés dans le cycle, dans l'hémicycle, à 2 ou 3 reprises. Ouais. Il y a eu des bagarres, des coups de poing. Donc, c'était de n'importe quoi. Donc, on imagine que cette fois-ci, la raison reviendra dans la sérénité, que les responsables au niveau donc, des différentes coalitions puissent maîtriser leurs troupes et qu'on puisse arriver à des députés responsables et totalement respectables. Voilà. Et quel type de profil vous voyez au perchoir? Au perchoir, je ne sais pas. Moi, je sais que c'est beaucoup... C'est très technique à la limite, mais à la limite, c'est très politique. Ce sont des cuisines internes. Voilà, c'est des cuisines internes et ça dépendra de l'appréciation des uns et des autres. Et donc, c'est à eux, le PASTEF qui a la majorité, 130 députés, qui aura l'embarras du choix. Parce que maintenant, c'est à eux, parce que je ne les connais pas personnellement, au niveau interne, c'est à eux de savoir qui fera quoi par rapport à sa position, sa posture, sa personnalité. Et ça, on attend de voir, on verra ça bientôt, Inch'Allah. D'accord. Et dernière question, vous, les ONG défenseurs des droits humains, est-ce que vous ressentez la crise? Parce qu'on dit que partout, pas seulement au Sénégal, partout dans le monde, les financements se rabougrissent. Est-ce que vous sentez... Oui, nous le sentons, nous le vivons. Nous le vivons depuis longtemps. Les vaches maigres. Très maigres. Parce que moi, quand je vous dis que l'essence qui vaut 1000 francs, c'est un scandale. Quand je vois l'essence qui vaut 1000 francs, le litre d'essence, ça, pour moi, c'est inimaginable. Moi, j'ai acheté à l'essence à l'époque, tenez-vous bien, à 50 francs CFA, en 78, quand j'ai acheté mon premier véhicule. 78, 50 francs CFA, ça vous pouvez vérifier. Là, c'est 20 fois plus, 1000 francs. Donc, pour moi, la crise est là. Le marché, quand on vous montre ce qui se passe au marché, vous êtes un peu gêné par rapport à la dépense de survie des uns et des autres. Donc, tout est compliqué. Au Sénégal, c'est vrai que nous sommes dans une transition. Pour l'instant, il y a beaucoup de blocages. Au niveau, j'ai vu au port, moi j'ai des amis qui sont au port, où tout est bloqué parce qu'on remet en cause beaucoup de programmes. La presse, vous-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les couloirs, je ne vois pas certains journaux. Donc, ça, c'est ce qui explique cela. C'est d'abord le monde entier qui est en crise. C'est bien aux États-Unis comme en France. Le contexte sénégalais, où la politique, il y a une transition depuis le mois d'avril qui fait que il y a des choses qui sont suspendues, qui sont bloquées, qui attendent de voir venir. Donc, tout ça concourt à cette difficulté que nous vivons, malheureusement, que nous vivons avec philosophie, avec foi, mais voilà, ce n'est pas le plus facile. Ça, on peut le constater, malheureusement. Voilà. Vous, les ONG, vous êtes dominés par l'espoir. Ah oui, mais nous par définition, nous, tant que nous, on a la vie, on a l'espoir. Nous, on a la chance d'être encore là, vivants. Et puis, quand je pense à des gens qui sont partis avant-hier, je pense à un voisin à moi, à Fanok, qui s'appelle un grand homme, Louis Camara, que tout le monde connaissait, que j'ai vu avant-hier. 2 jours avant, je l'ai vu en bonne santé. Et puis, le lendemain, on m'a dit qu'il est parti. Donc, il n'est pas très, très âgé, qu'on le connaissait, un grand sportif. Donc, quand nous voyons ça, nous avons le droit, nous avons le devoir d'être dans l'espoir et dans la foi, penser que nous sommes tous des mortels et que nous ne serons pas éternels et qu'il faut penser, il faut être positif. Moi, c'est ma définition, c'est ma philosophie, être positif dans la vie. D'accord. Il faut vivre en attendant. D'accord. Nos condoléances à la famille de Louis Camara. Ah oui, voilà, très bien. Le philosophe disait que l'espoir ne prend fin qu'en enfer. Absolument, ça c'est vraiment le cas de le dire. Et nous ne sommes pas encore en enfer, on dit Alhamdulillah. Voilà, merci beaucoup Alassane Seck. Nous avons été ravis de vous recevoir dans ce numéro du JDD. Merci Hassan à vous et bonne continuation et bon courage. Merci et bon dimanche à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à la réalisation effectuée ce dimanche par Laï, le grand réalisateur de ITV. Merci à vous tous et bon dimanche encore.